Oh, bonjour, vous allez bien? On entame la deuxième partie de l'analyse de Ikki du Phénix. Dans la première partie, on a parlé des origines de la création du personnage, on a parlé de son développement sur les deux premiers arcs de la série, et on a évoqué quelques différences entre Ikki du manga et Ikki de l'anime. Vous pouvez évidemment regarder la partie 2 avant la partie 1. Cependant, si vous ne regardez que la partie 1 ou la partie 2, vous allez avoir l'impression qu'il manque plein d'informations. Le mieux, c'est vraiment de regarder les deux parties. Et vraiment, c'est pas du tout pour faire le crevard à vue. C'est juste que mon propos, il est étalé sur deux vidéos. Avant de résumer d'autres parties de l'histoire, ajoutons aussi dans les différences notables entre le manga et l'anime que Shun et Ikki sont largement moins interdépendants dans le manga que dans l'anime, ce qui rend Shun beaucoup plus autonome, mais permet aussi à Ikki d'évoluer dans des contextes beaucoup plus variés. Quelques petites choses en plus, nous allons parler du style de combat de Ikki. Ikki souvent il est montré comme fort, puissant et viril. Enfin, pour les standards occidentaux bien entendu. Le Japon lui a une toute autre approche de la virilité. Mais quand on entend parler les gens de Ikki, ce qui est souvent mis de côté, c'est son style de combat. Ces techniques sont souvent écartées pour justement pouvoir garder son côté brutal. Mais Ikki, il est absolument pas brutal. Ikki utilise majoritairement des techniques à distance, et surtout axe une grande partie de ses compétences sur le combat psychologique. On parle ici bien entendu de son illusion du phénix, forçant les adversaires à affronter leurs peurs et leurs traumas. Mais cette attaque, elle raconte quelque chose lorsqu'on se met du côté de Ikki. En effet, on parle d'une personne traumatisée qui force ses adversaires à affronter leur traumatisme. Et si cette attaque ne visait pas réellement à détruire? En effet, pour beaucoup, ils en sortent psychologiquement détruits. Mais l'inverse arrive aussi. Cependant, en psychologie, être mis face à ses peurs permet de se reconstruire. Et c'est là que ça devient intéressant. Car avec cette attaque, Ikki laisse deux possibilités à ses adversaires. Soit succomber à leurs craintes, soit les affronter pour en guérir. Le développement d'Ikki se base sur sa guérison. Lui donner une attaque qui met ça en avant, c'est une idée parfaitement brillante. Et qui plus est parfaitement cohérente. En vrai, Ikki, à bien des égards, il est en quelque sorte le psy de cet univers. C'est que Ikki, dans le but de faire fonctionner son attaque, doit comprendre les souffrances et les peurs de ses adversaires. De ce fait, il doit faire preuve d'une empathie rare, empathie qui est un des thèmes centraux de Senseiya. Alors clairement, c'est largement moins explicite dans l'anime que dans le manga, car dans l'anime, Ikki ne revient que très rarement sur ce que les personnages ont vu lors de son illusion du phénix. Cependant, dans le manga, il aborde le sujet très régulièrement, car Ikki n'est absolument pas assoiffé de sang. S'il peut éviter un combat sans fondement, il le fera. On dirait pas comme ça, mais en réalité, il est très pacifique. Les ailes du phénix, elles nous racontent tout autre chose. Elles désignent un envol. Et là, le parallèle entre Ikki battu, humilié, trahi et surtout symboliquement enchaîné à l'île de la Reine Morte et à ses traumas, s'envolant, dépassant son passé. Et oui, dans Senseiya, tout raconte quelque chose. Parce que Kurumada ne laisse absolument rien au hasard. Dans la partie 1, nous avons abordé l'armure de Ikki dans le manga, mais pas celle de l'anime. Alors on va essayer d'en tirer aussi quelque chose. Évidemment, l'éléphant dans la pièce, la couleur. La modification de la couleur, elle est due premièrement pour le faire ressortir des autres chevaliers. En effet, c'est le seul à avoir une armure aussi bicolore, le gris et le rose ayant plus ou moins des proportions égales. Là où par exemple le Pégase n'a que quelques parties bicolorées. Cette différence le montre directement comme très différent. Mais le but c'est de raconter quelque chose et de créer un contraste. Les parties grises étant les couleurs froides, montrant le Ikki souverain de l'île de la Reine Morte, un Ikki dur, un Ikki triste, un Ikki qui a tout perdu et qui est prêt à disparaître. Le rose, lui, c'est la couleur chaude, la couleur de l'espoir, la couleur de l'amour et surtout couleur protectrice. Mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, c'est aussi une couleur très dynamique, montrant que Ikki, il est prêt à tout pour rejoindre le bien. Dans l'anime, les couleurs de son armure parlent d'un Ikki qui est détruit et qui se reconstruit, qui va de l'avant. Bon, avant d'entamer le chapitre de la montée des 12 maisons, on va un peu revenir sur l'anime. Ikki, il a droit à deux petits arcs non canons. Un autour de l'île de la Reine Morte, où ce dernier revient pour détruire l'organisation des Chevaliers Noirs, ainsi que de tuer Django, marquant qu'il a fait un trait sur sa haine, et de ce fait lui permettant d'aller de l'avant. C'est intéressant car l'anime et le manga nous racontent deux choses parfaitement opposées. En effet, dans le manga, il tue Django pour prendre le contrôle des Chevaliers Noirs, alors que dans l'anime, il tue Django pour détruire les Chevaliers Noirs. En deuxième arc non canon, il y a aussi le combat de Ikki contre les disciples de Shaka, Shiva du Pan et Agora du Lotus, deux chevaliers d'argent faisant passer leur cruauté pour de la compassion. Cet arc, il peut sembler inutile. Cependant, dans cet arc, on voit Ikki se battre de façon parfaitement altruiste pour sauver des civils, ce qui dans l'anime est une rédemption, et aussi répète une énième fois que sa haine a encore une fois disparu. Ouais, c'était assez clair, mais ils aiment bien tartiner, tartiner et tartiner l'info. Mais surtout cet arc, il nous raconte que Ikki a choisi de se battre pour la justice. Et au final, oui, cet arc, il est intéressant. Qui plus est lorsqu'on se rend compte que les disciples de Shaka agissent sous le compte de leur religion, en tordant les principes de leur culte pour pouvoir excuser leur cruauté. Mais surtout, c'est une allégorie du système en place. Les détenteurs du pouvoir manipulant les règles pour pouvoir commettre des crimes. C'est en réalité une critique d'une société que nous ne connaissons que trop bien. Et après, il y a des gens qui disent que Senseiya, ça ne raconte rien. Bon, et si on abordait l'immanquable combat d'Ikki contre Shaka? Ikki, il intervient pour sauver ses frères, les chevaliers de bronze ayant été défoncés par Shaka. Là, le combat, il est intéressant
intéressant si on revient sur la remarque que Shaka a fait à Ikki. Le parallèle entre eux est l'histoire de Son Wukong contre Bouddha. Son Wukong, il a dû ruser et duper pour arriver à ses fins. Là, c'est exactement similaire. Ikki doit premièrement comprendre comment Shaka fonctionne pour ensuite pouvoir l'imiter, et ce sans que ce dernier ne se rende compte qu'en réalité il l'aide involontairement. Ikki comprend très vite que pour pouvoir vaincre Shaka, il va falloir jouer avec les mêmes règles. Alors volontairement, il va se laisser priver de ses 5 sens pour pouvoir accroître son cosmos. Shaka ne se prive que d'un seul sens pour pouvoir augmenter son cosmos, et ensuite le relâcher d'un coup. Et ça lui permet de pouvoir lancer des attaques dévastatrices. Ikki alors il se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je me prive de tous mes sens? Il le fera, son cosmos augmentera exceptionnellement et ensuite il lâchera une attaque suicide contre Shaka, emportant ce dernier ainsi qu'Ikki lui-même. Le combat contre Shaka il est intéressant, car dans le manga il aborde des thèmes assez proches de ceux qui ont été abordés dans les 2 épisodes dédiés à Shiva et Agora, ce qui malheureusement dans l'anime diminue l'impact du combat contre Shaka. Bah ouais, on peut pas avoir les deux. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que dans le manga il s'agit d'une réelle opposition idéologique, car Shaka il peut sonder l'âme des personnes autour de lui, et de ce fait il sait qui est bon et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il est du côté du grand pop, tout simplement car il a senti que Saga était une bonne personne. On pourrait alors se dire que Shaka il se trompe et puis c'est tout. Cependant Kurumada nous a montré bien plus tôt que Shaka il était bel et bien capable de sonder l'âme, lorsqu'il a sondé l'âme de Ikki sur l'île de la Reine Morte, et forcé de constater qu'il avait raison. Ce qui implique que ouais il est bel et bien capable de faire ça. Mais le truc, c'est que ça implique que le méchant ne serait pas réellement méchant. Et ça c'est vraiment cool car dans Senseiya, malgré les apparences, rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Tout est en nuances. Mais bon, on parlera de Shaka dans un autre épisode qui lui sera dédié. Parce que ouais, il y a vraiment plein de trucs à raconter autour de Shaka. Et en réalité autour de plein d'autres chevaliers d'or. L'or, il est vraiment très étendu. Enfin bref, on va passer à un autre combat incroyable de la série. Le combat final d'Ikki contre Saga. Ikki se fait ramener par Mu et Shaka dans le sanctuaire. Shaka dit douter depuis son combat contre Ikki. Cependant, il persiste et signe. Le Pop est une bonne personne, et il demande à Ikki de ne surtout pas le tuer. Dans le manga d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il obtient sa V2. Son armure elle est largement plus couvrante lors de sa résurrection, impliquant que premièrement Ikki est plus fort, mais surtout qu'il a évolué. Ce qui est cool, c'est que le manga aussi il nous montre la montée des escaliers d'Ikki. Et par là même, il croise les bronzes inconscients. On voit d'ailleurs Shiryu revenir sur Terre à ce moment-là. Il en profite pour les réanimer, et en même temps de leur parler, mais surtout de présenter des excuses à Shun. Au final, il en profite pour régler ses comptes. Et cette montée des escaliers, c'est une métaphore de la fin du développement d'Ikki. Cette montée, elle représente son élévation vers un Ikki libéré de ses tourments. Et ouais, on n'a pas ça dans l'anime, c'est vraiment dommage. Et c'est pas sans raison que Ikki a son combat contre Saga. Premièrement, il sert d'étalon pour montrer l'évolution de Seiya. Seiya se montrant beaucoup plus résistant que Ikki dans son affrontement contre Saga. Mais surtout pour Ikki, ce combat il est intéressant car Saga il est aussi psychologiquement en souffrance. Lui aussi il est torturé. Un parallèle entre lui et Ikki est donc tout à fait évident. Parallèle qui reviendra d'ailleurs à plusieurs reprises. Car comme dit dans la Pandora Box sur Shiryu, chaque personnage a vraiment une thématique attitrée. Alors il y a évidemment de très grosses différences entre le manga et l'anime durant ce combat. En effet, Ikki lance son illusion du phénix alors que Saga lance son illusion démoniaque. Et la mise en scène elle nous laisse douter sur qui a réussi à hypnotiser l'autre. Dans les faits les deux. Sauf que suite à une erreur de Saga, Ikki s'en sort beaucoup plus rapidement. Par la suite, Ikki se fait marbrer pendant que Seiya fonce vers la statue d'Athéna. Enfin fonce. Je pense quand même que Ikki aurait préféré que Seiya aille un tout petit peu plus vite parce que ça a dû piquer sur la fin. Bon, on repart sur l'anime histoire de parler de l'arc le plus apprécié de la communauté non japonaise, l'arc Asgard. Et évidemment impossible de ne pas parler du combat entre Ikki et Mime de Bennett Nash. Et dans cet arc, Ikki c'est littéralement le psy de tous ses adversaires. Et là c'est pas une blague. Dans cet arc, c'est vraiment ce qui rend incroyable tous ces combats. Bon, parlons du combat contre Mime. Ikki il arrive pour sauver Shun, qui avait à ce moment-là perdu toute motivation à se battre. Durant leur affrontement, Ikki il comprend que Mime est exactement comme il l'était avant. J'entends par là avant le tournoi galactique. Il était rempli de haine et de rancœur. Sauf que Mime il le cache bien. Et Ikki pour pouvoir affronter Mime devait comprendre d'où venait cette colère. Et là on a droit à une joute verbale sur le passé de Mime. Genre Ikki il était littéralement à 2 doigts de lui demander de s'allonger sur un sofa et de lui faire payer 50 balles. L'illusion du phénix a permis à tout le monde de comprendre que Mime en réalité il a passé sa vie à se mentir à lui-même. Notamment concernant sa relation avec son père adoptif, mais surtout concernant ses parents biologiques. Malgré tout, on va quand même pas oublier que son père adoptif n'était pas un tendre. Ce qui, on va pas se mentir, devait pas vraiment aider Mime à s'en sortir. Mime, débarrassé de ses sentiments négatifs, souhaite confronter sa vision à celle d'Ikki, menant à un match nul, les deux mortellement blessés. Mime succombe et Ikki survit mais vraiment à un cheveu. Un combat absolument somptueux. Et puis la musique, si on commence à parler de l'arc, on n'en sortira jamais. Le second, c'est l'affrontement entre Bud et Ikki. Et là, on a droit à une histoire tragique. Encore plus tragique, un affrontement qui n'est ni plus ni moins que 2 visions de la fraternité qui s'entrechoquent. Ikki voyant aussi en Bud celui qu'il a été lorsqu'il a hissé son frère. Ikki, dans cet arc, il passe beaucoup plus de temps à montrer l'étendue de son empathie que de vraiment faire preuve de force physique, montrant que son véritable champ de bataille, c'est le combat psychologique. Bon, on va repartir un peu sur le manga maintenant.
Un petit peu d'arc Poséidon. Ikki sauve ses frères de Kassa, un marina dont la plus grande force est de fouiller dans l'esprit de ses adversaires, de trouver leurs points faibles et surtout de l'exploiter, se transformant en leurs êtres les plus chers. Lors de ce combat, Ikki il est réellement écœuré par son adversaire, car les deux ont plus ou moins le même type de capacité. Et là où Ikki s'en sert pour comprendre, lui s'en sert pour piéger. C'est le combat où Ikki est le plus brutal, car Kassa c'est une version maléfique d'Ikki. Kassa est ce que Ikki aurait pu être s'il était réellement mauvais. Donc comme je dis, Ikki il est vraiment brutal avec. Il n'y va vraiment pas de main morte. Il l'a défoncé. Kassa se transformant même en Shun pour tenter de le piéger, mais c'est inutile avec Ikki. Kassa malgré tout, il trouva sa faille, Esmeralda. S'il s'en était servi, il aurait gagné. Il en profite aussi pour dire qu'en réalité, cette technique n'était pas inutile contre lui, car Ikki n'a pas fait le deuil de l'amour. Mais ce que ça implique surtout, c'est que Ikki a réussi à provoquer chez Kassa une réelle empathie. Ensuite, Ikki sera celui qui fera face à Kanon, le prenant dans un premier temps pour son frère Saga. Mais bon, le combat tourna assez court lorsque Kanon envoya Ikki dans une autre dimension. Enfin, dans une autre dimension, pas vraiment, car Ikki réapparaît devant Kanon alors que ce dernier allait rejoindre son pilier, en profitant d'ailleurs pour écouter toutes les plaintes de Kanon, ce dernier étant effrayé que les chevaliers de bronze ne réveillent complètement Poséidon. Une illusion du phénix plus tard, Ikki sera le premier à comprendre ce qui s'est passé. Et il sera aussi celui qui expliquera à Kanon qu'en réalité ce qui le sauva de la noyade lorsqu'il était enfermé au Cap Sounion, c'était ni plus ni moins qu'Athéna. Dans cet arc, le combat final se joue à deux endroits différents, mais avec des enjeux complètement équivalents. Ikki doit faire cracher le morceau à Kanon pour savoir comment réenfermer Poséidon, pendant que les autres chevaliers de bronze doivent sauver Athéna, mettant donc sur la table un double compte à rebours. Dans cet arc, Ikki est absolument central. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que l'armure de Ikki dans le manga n'a jamais été reconstruite en utilisant le sang des chevaliers d'or, ce qui d'ailleurs ne lui permet pas de changer son armure de bronze en or lorsqu'il atteint le 7ème sens. Alors évidemment dans l'anime c'est totalement différent, mais dans le manga, la capacité de son armure à se régénérer ne permet pas à un tiers de la ressusciter, et ce malgré la couverture du tome 19 de la version de luxe. J'en suis désolé, pas de Power of Gold pour Ikki. Bon maintenant à la fin de l'arc, Ikki et Shun y font office de Dodan à Poséidon, le ralentissant pendant que Yoga et Shiryu projettent Seiya contre le Breadwinner, le pilier central dans lequel se trouve Athéna. Donc si je récapitule l'arc Poséidon, Ikki a affronté une sorte de double maléfique, et il a ensuite été le psy de Kanon. Ça peut paraître anodin, mais dans le manga ça a eu un impact gigantesque, parce qu'à la fin c'est Kanon qui se jette devant le trident de Poséidon pour sauver Athéna. Évidemment dans l'anime ça se passe pas comme ça. Et c'est aussi pour ça que je parle du manga, parce que les deux histoires sont vraiment très différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles sont juste différentes. Bon, on va continuer avec l'arc Hades. Ikki, il n'apparaît qu'à la moitié de l'arc. Dans l'anime, on le voit un petit peu dans la partie sanctuaire, mais dans le manga, il en est complètement absent. Il n'apparaît en enfer qu'après la possession de Shun par Hades. Sa première apparition, c'est pour aider Kanon aux prises avec les trois juges des enfers. Un flashback nous apprend que Ikki, Shun, Pandore et Hades sont en réalité liés. Encore une histoire de fratrie. D'ailleurs, ce sera à Ikki que Pandore demandera de la venger des jumeaux Hypnos et Thanatos. Après cela, elle lui donnera son collier qui lui permettra d'aller vers Elysion. Car ouais, il est important de préciser que son armure n'a pas reçu le sang d'Athéna. Malheureusement, dans l'arc Elysion, il sera plus que transparent, ne servant qu'à bloquer un coup de l'épée d'Hadès. Il est à noter que dans le manga, il est le dernier à obtenir son armure divine. Il l'obtient en touchant le sang d'Athéna lorsqu'elle est enfermée dans l'amphore d'Hadès. Enfin bref, l'arc final ne rend que très peu justice à Ikki. Mais pour être honnête, l'arc Hades, il met majoritairement les personnages anciennement secondaires au premier plan. Seiya lui-même est absent dans quasiment tout l'arc. Après c'est logique, car Kurumada dans l'arc Poséidon, il a teasé que les Chevaliers d'Or allaient avoir une importance capitale dans le prochain arc. Bon, pour conclure sur Ikki, il s'agit d'un personnage qui a l'évolution la plus fine et la plus importante de l'histoire. Un personnage qui explore des thèmes qui pour l'époque n'étaient que très rarement exploités dans ce type d'œuvre. Malgré ça, le personnage, et comme beaucoup d'autres personnages de Senseiya, se répète. En effet, chaque personnage a un thème qui lui est imposé par Kurumada, et celui d'Ikki concerne les traumas et les liens familiaux. Alors certes, c'est toujours très bien raconté, et ça fait toujours preuve d'une très grande efficacité, mais la redondance, elle fait perdre beaucoup en ampleur. Ikki, c'est aussi le chevalier de bronze le plus recherché au niveau de son concept, et c'est assez clair que Kurumada, il l'apprécie vraiment beaucoup. Mais ce qui est clair, c'est qu'Ikki n'est vraiment pas la brute épaisse, symbole de virilité qu'on nous vend. Ikki, c'est un personnage sensible qui, au fil des arcs, passe d'un homme abîmé, trahi et humilié à un homme en pleine reconstruction, et pour culminer au point où il soigne les autres. Il incarne bien plus l'amour que la fierté, bien plus la gentillesse que la force. Bon, ce diptyque de vidéo sur Ikki, c'était quelque chose. Je sais que j'ai beaucoup plus parlé du manga que de l'anime, mais le développement d'Ikki dans le manga est vraiment trop important. Alors je suis désolé, mais je peux pas passer à côté. Aussi, il est fort possible que nous sortions en Pandora Box revenant sur certains points après avoir parlé des 5 bronzes. Enfin, là, je tire des plans sur la comète, parce qu'il y a encore rien du tout. Enfin bref, si vous avez aimé, commentez, likez, partagez, etc. Si vous êtes toujours pas abonné, faites-le, ça nous ferait super plaisir. Et en plus, chaque nouvel abonné nous permet de faire un peu plus brûler notre cosmos. And I feel this is the end, and I feel so insecure.